Voici donc pour nos 3 joueurs qui nous ont marqué et particulièrement intéressés sur ce début de saison. Isaiah Collier, Stephen Castle et Ryan Dunn. Et donc on va passer à nos petits Frenchies. Paul, je te laisse nous dire quelques mots sur, et on complétera sur Alexa. Ouais, on va parler d'Alexar, qui a été drafté en 2 par les Wizards. Pour commencer avec ses qualités, Alexar, c'est un potentiel gros défenseur. C'est un mec qui est déjà à 2,7 de block percentage, donc c'est le 79e percentile sur les joueurs de la ligue. Donc on a un potentiel de rim protecteur élite, je pense. Peut-être pas le meilleur des meilleurs, c'est peut-être pas aussi impressionnant que ce qu'on pouvait voir, tu vois, de Chet ou de Mobley, que ce soit genre pré-draft et même dans leur tout début. Mais on a un potentiel rim protecteur. Il me fait un peu penser par moment à Brook Lopez Prime en défense au début avec les Bucks. Dans le profil aussi, parce qu'on va en parler, il est capable de stretch en attaque, mais un côté, il a vraiment tous les tools pour super bien protéger le panier, quoi. Donc ouais, c'est la défense du cercle où il est vraiment bon. Ensuite en attaque, il y a deux choses qui sont intéressantes avec Sarr, c'est qu'il est capable de stretch. Alors sur la saison, j'ai regardé, il était à 32% à 3 points, mais il y a eu un stretch où il était sur presque 3 tentatives, hein, ou même plus de 3 tentatives, il était à 36-37% à 3 points, sur un stretch de 25-30 matchs. Ça a peut-être un peu baissé dernièrement, donc c'est plutôt rassurant, je trouve, pour un joueur rookie pour un pivot rookie avec un tel volume. Donc il y a un potentiel de three and rim protection qui, dans la NBA actuelle, est quand même un profil qui est ultra recherché. Et si tu l'as déjà avec Alexar, bah, c'est plutôt cool. Et vu qu'en plus il stretch, tu te dis si jamais tu as un pivot ultra dominant quand tu vas tanker là, parce que les Wizards ils sont quand même partis pour un peu de saison de tanking, bah, tu pourras le faire jouer évidemment en 4. Alors il sera peut-être pas tout de suite viable en attaque en 4 ou dans des hautes sphères de playoff, mais en tout cas, tu peux le projeter. Donc le shoot, et il y a aussi du passing. Je trouve que finalement, il y a encore du déchet, mais il y a des choses intéressantes au passing où bah, il est capable de faire la passe. Il est un peu utilisé par moment en hub offensif dans l'attaque des Wizards, et il est capable de faire de belles passes à rebond dans le bon timing à des cutters. Après, sur roll, c'est un peu plus compliqué. C'est un mec qui est très peu efficace sur roll, on en reparlera après. Donc il y a des choses intéressantes à la passe. Au shoot, parce qu'il est aussi très adroit sur les longues mid, il a plus de 50%, il en prend pas beaucoup, mais il a plus de 50% sur les longues mid, et évidemment en défense. Sur la partie défensive, moi ce qui m'impressionne, c'est ces outils défensifs qui sont absolument géniaux. Il fait 2,13 je crois ou 2,15. Il est très long et je trouve qu'il est tellement rapide et agile pour un mec de 2,15. Et tu vois, il fait 2,15 mais j'ai l'impression qu'il est quand même déjà plus costaud que l'était Chet quand il est arrivé, pour autant. Alors qu'il a une longueur de bras qui doit pas être très très loin de la sienne. Et pour le temps, j'ai pas l'impression qu'il soit moins mobile que Chet. Et notamment son agilité, sa vitesse. Donc on la voit sur la défense du pic ou quand il y a de la circulation près du cercle, en fait, il arrive tout de suite à se situer et à contrer d'ailleurs, il contre pas mal. Et sur les contre-attaques, ça se voit beaucoup, où il est beaucoup dans la course et je trouve qu'il arrive à proposer pas mal de solutions sur contre-attaque, sur la course et je trouve ça assez intéressant. Je te laisse la main, Ben, si tu voulais dire d'autres éléments positifs sur la défense, parce qu'après, par contre, sur l'attaque, je suis un peu plus mesuré. Ouais, non, non, bah, la défense, je rejoins totalement tout ce que vous avez présenté. Euh, j'ai l'impression quand même que il peut encore durcir, enfin muscler encore un peu pour être vraiment implacable parce que je trouve que il arrive à bien gérer et bien lire les drives de jeunes, enfin de petits d'arrière ou ce genre de joueurs. J'ai l'impression il est encore un peu en difficulté, que ce soit sur les quelques possessions poste bas des bigs ou quand un grand prend de la vitesse et se met à drive, ou des trucs comme ça. Je crois que c'était, je sais plus si j'avais vu ça contre Mobley ou Jaren Jackson ou ce genre de joueurs. J'avais l'impression qu'il y avait encore moyen de progresser et de pas un peu exploser au contact, quoi. Mais je suis pas sûr qu'à terme, ça soit un poste 5 dans cette ligue. Et notamment, C'est ouais, ça la question. Ouais. ouais, et du coup, je sais pas s'il faudrait qu'il se muscle ou plutôt qu'il mise sur sa vitesse et son agilité. Parce que pour le coup, je suis peut-être un poil moins optimiste que peut l'être Paul sur son attaque. Ou
Alors, le shoot, il y a quelques brides. Effectivement, le shoot peut être fonctionnel. Mais, alors, j'ai pas non plus regardé énormément les Wizards. Mais sur ce que j'ai vu, moi, j'ai vu deux défauts qui m'ont paru vraiment très importants. Un premier sur la qualité sur short roll, où je pense qu'il subit aussi un peu ses longs bras. Il a du mal à se retourner, à se resituer, à lever la main pour justement faire du playmaking derrière. Et j'aime pas trop son playmaking. Et puis, non, mais il a un problème. Il a un problème sur la finition près du cercle. La finition près du cercle, Paul, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je la trouve, je la trouve catastrophique. Hein. Vraiment, c'est catastrophique. Hein. Il a pas de main. Ah, mais c'est ce que je voulais dire. Le paradoxe entre sa réussite plus ou moins circonstancielle au shoot sur les longues mid, sur quelques trois, etc., et la réussite au cercle. Des fois, c'est assez hallucinant ce qui rate, alors que l'action suivante, il réussit des trucs beaucoup plus compliqués, tête de raquette en shootant. Donc ouais, je suis comme toi, je suis assez perplexe à ce niveau-là. Après, c'est toujours pareil, on a le temps de le voir se développer. Ouais. Le truc avec Sar, c'est que de un, il a un footwork qui est très approximatif, pour être poli. Deuxièmement, il fuit le contact beaucoup trop sur drive. Troisièmement, je pense qu'il se rend pas compte en fait à quel point il est athlétique. Et il y a eu une action là dernièrement contre les Pacers où en fait il reçoit le ballon, il y a personne au cercle, il préfère prendre un flotteur alors qu'il y a vraiment personne au cercle. Alors que le meilleur choix, c'était d'aller dunker, et il prend un flotteur et il loupe le flotteur. Donc je pense qu'il se rend pas de compte à quel point est-ce qu'il peut dominer, à quel point est-ce qu'il peut. Il est juste, en fait, globalement, il est pas assez agressif, quoi. Et finalement, tous ces défauts réunis, t'as un joueur qui est pas du tout efficace au scoring, mais alors vraiment pas. Donc on part de très très loin avec Alexa, et en général, il y a toujours des exceptions, mais en général, quand tu pars d'aussi loin, c'est sûr, ton plafond il est très limité finalement. Maintenant, faut pas oublier quand même qu'il arrive dans une équipe des Wizards qui est horrible, qui a même pas un playmaker, même pas un passeur fonctionnel dans cette équipe. Je parle même pas d'un playmaker, mais juste un passeur fonctionnel, même si, ok, on va me dire Jordan Poole, mais bon, je pense pas que ce soit un passeur fonctionnel. Donc, il arrive dans un contexte qui est vraiment pas optimal. Là, on lui a ramené quand même du Marcus Smart et du Middleton. Donc, je pense que niveau passing, ça va être quand même mieux en attaque. Et même, tu vois, je pense qu'à l'entraînement aussi, ça peut être cool. Marcus Smart, il va te donner 2-3 types en défense qui sont sympas. Et Middleton, au shoot, il peut aussi très vite progresser au shoot à côté d'un aussi bon shooter, shotmaker que Middleton. Donc, ouais, c'est sûr qu'on part de loin en attaque. Mais j'ai l'impression que si t'arrives à avoir un espèce de Brook Lopez, comme je l'avais comparé la période 2018-2021, et je pense qu'il peut être encore plus dominant sur Switch en défense aussi que Brook Lopez, qui a toujours été quand même très moyen. Parce que je trouve que sur Switch, il est aussi très, il montre de très belles choses. T'as peut-être un espèce de Miles Turner finalement, version un peu boost en défense, quoi. Et c'est déjà pas mal en fait sur un poste 5. Donc voilà, quoi. Sur la partie offensive, en fait, je pense que c'est un joueur qui subit aussi le fantasme qu'il a généré. En fait, j'avais suivi un petit peu son développement. C'est un gars qui a toujours été développé dans l'idée c'est un grand qui peut shooter. Et je crois il faudrait regarder, mais je crois qu'en Australie, il faisait que stretch tout le temps. Et qu'en équipe de France, moi j'ai regardé les équipes de France de jeunes, il faisait que stretch tout le temps. Et donc je pense que c'est un mec qui a pas appris à vivre dans la peinture en fait. Et quand t'arrives en NBA, t'as un monde où on te dit c'est très très bien de shooter externe, mais n'oublie pas que les paniers les plus rentables ils sont dans la peinture. Donc on veut t'amener dans la raquette, surtout si t'es un poste 5. Et je pense qu'il est aussi un peu en train de découvrir tout ça. Donc il en résulte un mec un peu timide, enfin tout ce que tu as écrit, Paul, un mec un peu timide, avec un footwork un peu approximatif. Ben l'a aussi dit, avec un. Enfin, c'est un mec qui a pas de bras roulés, quoi. C'est un grand 2-15 qui a pas de bras roulés du tout, quoi. Tu vois, tu compares avec Brook Lopez. Brook Lopez, pour le coup, ses outils offensifs, il les avait. Et donc, effectivement, il part de loin. Moi, le joueur dans lequel j'ai envie de me projeter pour quelque chose d'un peu similaire, c'est plutôt. Par contre, défensivement, je reviens pas dessus, je suis complètement d'accord. Enfin, moi, je trouve les outils sont incroyables. C'est Jabari Smith. Je me dis, il y a peut-être un truc un peu à la Jabari Smith, tu vois, s'il finit poste 4 ou avec la possibilité de jouer poste 5 sur certaines séquences dans un 5-out, je pense que Jabari Smith est un meilleur shooter que lui quand même. Enfin, ce qu'on voyait de Jabari Smith à la fac, c'était quand même vraiment des brides d'un très bon shooter. Mais je me dis qu'il peut avoir un développement un peu comme ça et que c'est peut-être ça la bonne voie à prendre pour lui, tu vois. Moi, je pense qu'il peut être bien meilleur que Jabari Smith.
Parce que, ok, Jabari Smith, il a de shoot, mais sur roll, c'est vraiment cata. Pour le coup, balle en main, je trouve qu'Alex Sarr, il est bien meilleur que Jabari Smith. Hein. Enfin, il a un potentiel bien meilleur balle en main que Jabari Smith, qu'on a vu faire des coast-to-coast. Il a quand même un bon handle aussi, Alex Sarr. Je trouve que c'est un peu sous-estimé. Maintenant, il est pas bien utilisé aussi, donc c'est compliqué dans l'attaque des Wizards. Il est dans un effectif qui veut absolument tanker. Mais je comprends ce que tu veux dire avec Jabari Smith, mais il est quand même beaucoup plus... En fait, il est plus grand, il est plus tanké, c'est beaucoup plus un 5 que Jabari Smith, où tu peux... pour moi, Jabari Smith, il sera toujours un peu poste 4, il pourra pas jouer vraiment 5 sur de longues séquences. Mais je pense que t'as un meilleur potentiel que Jabari Smith. Mais je peux comprendre que les gens soient assez bas sur Alex Sarr aussi. Hein. Ouais, l'avenir nous dira un peu ce que ça donne. Moi, je trouve que ça part de tellement loin sur le pic que j'ai du mal à me projeter comme un poste 5 qui multiplie les pics. Donc c'est un peu pour ça que je le vois plus en 4 et certaines séquences en poste 5. Ben, tu as une dernière chose à dire sur notre cher Alex Sarr? Bon, pas spécialement, juste répéter que moi je trouve par contre le shoot peut être plus que juste fonctionnel. Je trouve que il y a vraiment quelque chose. Il y a il y a un geste, il y a comment dire, une maîtrise de son corps, de tout ça. Et comme tu l'as dit, enfin moi j'ai pas du tout suivi en jeune et en Australie, mais tu sens qu'il y avait cette volonté de le faire beaucoup shooter quoi. Et que ce soit à mi-distance ou même à 3 points ou pour une première saison, comme on l'a dit, dans un effectif cataclysmique, il est à 32%, c'est pas horrible. Et donc on peut vite se retrouver avec un peut-être très mauvais poste 5 qui joue au cercle, mais un shooter pardon, de très grande qualité qui en plus se muscle défensivement et commence à devenir un peu, j'ai pas envie de dire inarrêtable, mais vraiment de très grande qualité. Et donc tu te retrouves avec un profil de stretch 5 défensif assez intéressant quoi. Donc j'avoue que je te trouve aussi un peu dur avec le Jabari Smith, mais voilà, enfin son shoot est quand même plutôt bien, plutôt très bien. Après tu peux être sur une version un peu up de Jabari Smith. En fait, moi ce que je trouve dommage, c'est quand t'as un mec qui fait 2-13 comme ça, qui est aussi mobile. Dans la NBA, comme elle se dessine aujourd'hui, je trouve ça presque dommage de pas essayer en poste 4. Parce que, en fait, il a la vitesse et la mobilité pour jouer poste 4. Et en plus, il fait 2-13, 2-15, quoi, tu vois. Et je trouve que du coup, ça serait dommage de pas essayer cette option. Mais bon, après. Ouais, mais il faut pouvoir justement. Parce que si t'as pas de poste 5 derrière qui est viable, finalement, il jouera poste 5, quoi. Ah oui, non, mais bien sûr, Est-ce mais que bon, tu ferais pas mieux du développement. Ouais. Tu peux le récupérer le poste 5 aussi, tu vois. Veux dire. Mais ils ont pas trop de choix en fait là actuellement. Ah non, mais sur cette année, je suis complètement d'accord. Ah non, mais sur cette année, je suis complètement d'accord. Et puis de toute façon, c'est un joueur en développement, donc faut lui faire multiplier des pics, faut voir si ça peut marcher, parce que bon, si ça peut marcher, c'est intéressant. On est complètement d'accord. Et d'ailleurs, la saison elle est plutôt rassurante d'Alex Sarr, parce qu'on s'est dit qu'il y avait un monde où son shoot ne rentrait pas, et tout le monde était conscient que si son shoot ne rentrait pas, il y avait danger sur même son avenir en NBA. Et finalement, le shoot a l'air quand même fonctionnel, voire plus que fonctionnel potentiellement à terme, quoi. Donc pour le coup, ça c'est hyper positif quoi sur lui et c'est assez encourageant. Vous voyez d'autres choses à dire sur Alex Sarr ou est-ce qu'on passe à notre deuxième Frenchie? Non, c'est bon. C'est tout bon. Bon là ça va un peu déborder d'amour les amis parce que là on va parler de Zaccharie Risacher et c'est moi qui vais me charger de le présenter. Et Zaccharie Risacher, moi c'est mon gros coup de cœur de cette saison. Parce que je le trouve absolument incroyable, avec des défauts structurels, des choses à améliorer, on va revenir dessus, mais c'est tellement, enfin ça va paraître hyper basique ce que je vais dire, mais c'est tellement un joueur de basket. C'est tellement un joueur de basket que je trouve que c'est un régal de le voir jouer. Risacher, en fait, il a été présenté comme une sorte de regen de Nicolas Batum. Alors faut aussi, en mieux. C'était beaucoup présenté comme un regen de Nicolas Batum. En mieux, il faut quand même se rappeler de ce qu'était Nicolas Batum quand il arrive en NBA, où c'était vraiment un profil un peu dingo. Mais effectivement, il y a bien ce côté connecteur élite qui est capable d'être un bon passeur, qui a le shoot, qui a du dribble et qui est un bon défenseur. Et en fait, moi, le premier élément que je veux mettre en avant, et puis je pense qu'on va rentrer dans une discussion autour de Risacher, c'est le premier truc qui me marque avec lui, c'est son decision making et sa vitesse de prise de décision qui pour moi est vraiment élite. C'est un gars qui se trouve être toujours en mouvement déjà. Il est toujours en mouvement et quand il reçoit la balle, il marque très très rarement de temps d'arrêt.
Et en fait, il ne fait qu'accélérer le jeu, ce qu'on demande à un connecteur, soit par du dribble, soit par du shoot, soit par de la passe. Et du coup, t'as l'impression que toutes les possessions qui à un moment donné passent par ses mains sont valorisées parce que voilà, son axe de connecteur est hyper fort. Je sais pas si vous le sentez chez Zaccharie Risacher, cet axe-là, et si aussi ça vous marque. Mais moi, c'est vraiment le premier élément qui me marque avec lui, quoi. Ouais, bah, non, mais je te rejoins complètement. Moi aussi, c'est un joueur que, bah, comme les autres, je les connaissais pas spécialement avant de les voir en NBA, donc ici aux Hawks. Et en fait, c'est vraiment, moi, ce qui m'a choqué dès les premiers matchs que j'ai vus de lui, c'est cette fluidité d'intégration dans une équipe avec un joueur héliocentrique comme Trae Young et cette simplicité de jeu. Il n'y a pas beaucoup de joueurs pick 1, 2, 3 ou je sais pas, on va dire très haut, dont je me rappelle avoir vraiment juste envie de faire le geste qu'il faut au bon moment. Il y a pas de moment où ça force, il n'y a pas de dribble de trop, il n'y a pas de shoot, enfin de mauvais shoot, il y en a un petit peu, mais très peu. Le souci principalement, c'est juste que ça rentre pas pour l'instant, mais c'est pas des mauvais shoots de ce que j'ai vu. Euh, ça passe quand il faut faire la passe. Enfin, c'est vraiment simple et efficace dans pas mal de compartiments du jeu, quoi. Il a 19 ans. Hein. Moi, je trouve qu'avoir cette maturité dans le jeu à 19 ans, c'est pour le coup, assez dingue. Et dans le côté positif, toi, Paul, sur l'attaque, tu vois aussi des choses que tu aimes bien sur Isachi. Après, je vais partir du positif sur la défense, mais Non. Je pense qu'on a fait le tour en fait. Moi je suis plus bas, mais je suis plus bas que vous sur Isaché, mais du coup je vais en reparler après, vas-y. Alors juste Mais je vois pas d'autres choses à dire. deux derniers trucs que je trouve positifs en plus de ça, sa vitesse en contre-attaque. Il faut quand même mettre en avant cet élément-là. C'est un joueur qui se projette très vite vers l'attaque et qui du coup peut être un vrai bon contre-attaquant. Et l'autre élément positif pour moi, c'est sa défense que je trouve hyper intéressante et son duo avec Dyson Daniels est vraiment génial en fait. Parce que il a des qualités il fait un poil trop de fautes, mais il a une capacité à sentir le jeu sur la défense qui est vraiment intéressante. Et c'est quand même un mec de 2-8 qui circule plutôt bien dans les écrans. Je pense pas que c'est un gars qui peut défendre un point of attack si c'est un meneur de jeu hyper rapide, mais ça tombe bien, il y a Dyson Daniels avec lui. Donc potentiellement à terme, il aura pas à le faire. Par contre, dès qu'il faut un petit peu switcher, ses aides, elles sont tellement bonnes, je trouve. Que bah, là encore on retrouve son côté connecteur en fait. C'est un connecteur offensif mais c'est aussi un très bon connecteur défensif. Et donc je pense que les critiques qui ont été mises à son égard sont un peu trop liées au fait que ça soit un first pick en fait. C'est vrai que le fait que ce soit un first pick crée un certain nombre d'attentes qui ne remplit pas forcément. Mais voilà, je vais déjà mettre en avant ces éléments positifs qui font de lui un super joueur de complément qui a quand même que 19 ans. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec le temps parce que déjà, depuis un mois, c'est mieux, même offensivement, et on commence à augmenter un peu sur le volume, sur l'efficacité. Et donc, j'attends de voir ce que ça va donner. Côté négatif, le tir a mis un peu de temps à se stabiliser quand même. Et effectivement, ce qui a été un peu étonnant, parce que pour le coup, en France, c'était quand même un très bon shooter. Donc, il y a eu une petite période d'adaptation. Il est notamment assez mauvais au tir 45, enfin il faut vraiment qu'il soit dans le corner en fait. Moi c'est la grosse déception pour l'instant que j'ai, c'est son tir à 45 et face au panier qui rentre pas du tout et son efficacité au cercle et là j'ai un peu plus de mal à me l'expliquer. Alors il a pas trop touché, il est pas très souple et je pense qu'il paye son manque de souplesse, mais ça donne un joueur qui est assez peu efficace au cercle. Il a 57% d'efficacité au cercle qui est très bas, et sachant que c'est quand même bien bumpé par ses contre-attaques parce que c'est un joueur qui se projette assez vite. Et pour l'instant, autant le tir m'inquiète pas trop, autant l'efficacité au cercle sur demi-terrain, je la trouve un peu plus inquiétante. Je vais pas plus loin que ça pour l'instant sur les points négatifs, mais je crois que je vais donner la balle à Paul parce que je crois qu'il a envie de dire 2-3 trucs négatifs sur Isaché. Bah en fait le truc c'est que pourquoi est-ce qu'il est pas adroit au cercle et pourquoi est-ce qu'il est pas adroit non plus à mi-distance? Parce que moi je trouve que il manque de jump sur ses drives, il a pas tant de qualité athlétique que ça. Deuxièmement, il va pas assez au contact aussi sur ses drives.
Troisièmement, il manque de toucher tout simplement. Alors, c'est vrai que des fois, il y a des finitions qui sont vraiment impressionnantes, qui sont très esthétiques, on va dire, où il commence à drive côté gauche et il finit en fait côté droit avec un lay-up, mais hyper esthétique à regarder. Mais sinon, il manque de toucher, parce que tu vois, sur les joueurs de son poste, il est dans le 11e percentile seulement en termes d'efficacité au cercle sur les forwards. Donc, encore une fois, il est rookie, c'est normal. Mais et je trouve aussi qu'il manque un peu de footwork et de manipulation de défense, donc pas en balle en main, mais même ne serait-ce que en termes de footwork quand il arrive au cercle. Donc voilà. Après, je trouve que finalement, il arrive vraiment dans un contexte favorable à l'heure actuelle, en partant du principe, si on part du principe que Trae Young va rester, parce qu'il arrive dans la conférence Est dans une équipe qui a pas beaucoup de pression à l'heure actuelle. Alors peut-être qu'ils en ont un peu, parce que Trae Young, peut-être que cet été il demande son départ. Et tu vois, il arrive dans un effectif où t'as quand même un Quinn Snyder qui est un coach réputé en NBA, t'as un super playmaker comme Trae Young. T'as finalement aussi un joueur qui se développe super bien aujourd'hui, qui est blessé là sur la fin de saison avec Jalen Johnson. T'as aussi un Dyson Daniels où moi j'aime beaucoup le profil. J'ai l'impression que ça peut devenir plus qu'un simple role player. Mais le problème, c'est que quand je vois Rizaché, je trouve qu'aussi mentalement, il a du mal à prendre ses responsabilités par moment. Donc t'as peut-être un Fluendy, mais parfait dans la ligue actuelle, à terme, ça c'est sûr, parce que on a déjà parlé de ses qualités et tout. Et mais t'as peut-être pas plus que ça, et pour un numéro 1 de draft, forcément ça va le suivre toute sa vie et toute sa carrière, et donc du coup on se dira en fait ils auraient mieux fait soit de trade down, soit de recruter, soit de prendre un autre mec, quoi. Alors, donc c'est un peu le souci, c'est que voilà, il a une pression parce qu'il est numéro 1 de draft, mais il arrive dans un effectif où le contexte global est plutôt favorable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi juste sur le côté pas athlétique, je le trouve pas vertical. Je dirais pas athlétique parce qu'il est quand même hyper long et moi je trouve qu'il cavale, hein. Il va super vite. Et donc sur la longueur, je le trouve pour le coup très athlétique. Mais je suis d'accord avec toi, il a pas de verticalité, quoi. C'est pas un gars qui décolle et il a pas de puissance. Il manque clairement de puissance. Après, il a 19 ans, hein. Mais il manque clairement de puissance, et en plus son centre de gravité est quand même assez haut. Ce qui fait qu'il peut pas avoir le truc, un peu d'être proche du sol, et du coup, comme un Draymond Green, développer une certaine forme de puissance. Sur le fait de jouer avec Trae Young, je trouve que c'est à la fois un côté positif mais aussi négatif, parce que Trae Young est tellement omnipotent qu'on voit pas une qualité qu'on avait beaucoup vue en JP Elite avec lui, mais qui se traduit dans le decision making qu'il a. C'est que normalement c'est un super playmaker. C'est un joueur qui fait vraiment des très bonnes passes, et en Eurocup, et il jouait presque meneur de jeu avec Bourg par séquence. Son dribble est pas si mauvais, mais surtout sa qualité de passe est très très bonne. Et donc je trouve que le seul truc qui est un peu dommage, c'est que sur une année de rookie, il se retrouve tout de suite dans un rôle très défini, alors qu'il aurait peut-être été intéressant de le faire aller développer un peu de jeu balle en main. Tu vois, on a pris Alex Sarr avant, comme on a pu le voir avec Bilal Koulibaly par exemple, qu'on voit commencer à se développer là-dedans. On voit bien qu'à terme, ça ne sera pas un joueur comme ça, mais que ça permet quand même de lui faire développer un certain nombre de qualités qui serviront à un moment donné. Et donc je trouve que dans le fait de jouer avec Trae Young, il y a juste cette limite-là, quoi. Pour le coup. Mais je trouve ça un peu dur de parler dans le meilleur des cas de juste un free and D, parce que je pense que ça peut être quand même plus que ça. Je trouve que les mecs qui mettent énormément de liens dans l'attaque, et c'est quand même un gars qui peut... il a un truc qu'a pas Nico Batum, pour le coup, je trouve, c'est l'attaque des close-outs. Il n'a pas la finition sur l'attaque des close-outs, mais il est capable d'attaquer un close-out, de contracter la défense et de faire la bonne passe derrière, tu vois. Et pour moi, ça, les free and D, ils l'ont pas, pour le coup. Et lui, il a vraiment ce truc-là, quoi. Je sais pas si vous avez d'autres trucs à dire sur les hachés. 3D, c'était plus le 3D moderne qui est justement capable d'attaquer les close-out, quoi. Ouais. Mais c'est déjà, si tu deviens un 3D moderne, donc très complet sur le terrain, dans un effectif, parce que pour le coup, lui, je l'imagine totalement à terme jouer des hautes sphères de playoff, parce qu'il a vraiment le profil. Si t'es dans une espèce de 4e option dans un effectif ultra compétitif, à terme, t'as une meilleure carrière que des mecs qui sont 2e option dans des effectifs qui tentent, quoi. Tu vois. Donc pour le coup, c'est pas forcément une reproche en soi. C'est plus une limitation par rapport au profil, mais qu'on savait déjà peut-être un peu. Et au fait que tu peux quand même avoir une superbe carrière. Batum a une superbe carrière. Alors je suis d'accord qu'il a plus de potentiel global que Batum, hein. Mais Batum a fait une super carrière en étant limité aussi sur le profil offensif, quoi. Ben, tu voulais rajouter quelque chose sur les hachés ? Non, vous avez été très complet. Si je dois me positionner, je pense que je me situe entre vous deux. Le Normand, il est de retour.
insulte-moi directement si tu veux, ce sera plus rapide. Hein. On peut se retrouver au Mais, sein de non. l'agriculture Ouais. pour Ouais. un tête-à-tête. Un tête-à-tête. RDV demain 9h porte de Versailles, je t'attends, je te le dis tout de suite. Non, mais oui, je suis entre vous deux, mais moi j'aime bien la comparaison du 3D moderne. Euh, Par exemple, enfin c'est pas du tout le même profil physique, mais dans l'idée des gars comme ce que fait Grimes, par exemple. Grimes, c'est un très bon 3D moderne. Rizaché, il peut être la version au-dessus de ce genre de mec, avec parfois de temps en temps quand la première option qui est très longue n'est pas sur le terrain, il peut porter la balle, il a plus de connexion, il attaque encore un peu plus les close-out. Pour l'instant, il n'a pas le shoot et il défend un peu mieux. Et donc, en fait, ça fait un profil upgrade de ce genre de joueur, quoi. Donc, moi, je suis assez aligné avec cet aspect 3D up plus de Paul. Il peut être un espèce d'André Iguodala dans un effectif Ouais, ultra compétitif, quoi. Ouais, la comparaison avec André Godala, elle peut être intéressante. très bien, putain. Il est Je- bon, celui-là. Mais je le vois bien aussi rapidement aller lire des espaces pour faire des cuts au cercle, et aussi être impliqué sur des pick and roll en poseur de pick pour cibler des problèmes parce qu'il est trop intelligent en fait et que c'est un gars que tu vas pouvoir mobiliser, je pense, sur de l'attaque de mismatch de Mais différentes façons. ok, mais toi t'es très haut sur lui, mais du coup tu le vois quoi en fait dans 4-5 ans, tu penses que ça va être Ah, quel mon genre de gars, joueur? Un je le vois en All-Star équipe de France, au JO surtout, et c'est surtout ça qui me fait kiffer. qui bat les Américains à LA en J'en sais 2028, rien, quoi. mais je me dis qu'on va se taper 10 ans de Rizache en équipe de France et que ça va être trop bien, ça déjà. Non, je trouve que le truc que tu décrivais avant, je suis pleinement là-dedans. C'est-à-dire, il fait partie de ces joueurs où je pense que leur salaire va beaucoup déterminer de leur carrière, en fait. Tu peux très bien avoir ce genre de mec qui, en fait, sur un truc un peu hasardeux, se retrouve avec un contrat pas max, mais pas loin de max, un peu comme un Unico Batum d'ailleurs, et qui en fait te fait devenir trop important par rapport à ce que tu dois être. Et à l'inverse, si tu fais la même carrière à la Iguodala où en fait tu prends 20 millions alors que tu aurais pu en prendre 35, et ben tu te retrouves dans une top équipe qui fait une forme de dynastie parce que fondamentalement t'es un super joueur en fait, mais t'es un super joueur mais qui peut pas te prendre 30% ou 25% du salary cap quoi. Je le vois plutôt comme ça. C'est intéressant, ouais, ce que tu dis, ouais. Et Ouais. Ouais, bah, toute façon, ça va être relié à comme vous l'avez déjà dit, à son statut qui est déjà trop grand par rapport à ce qu'il est sur le terrain, quoi. C'est ça le souci et ça va le suivre toute sa carrière. Et il a cette chance malgré tout d'avoir un espèce de consensus sur le fait que c'est une draft de merde et du coup De d'avoir un merde. niveau d'attente un peu en dessous de ce qu'on a d'habitude sur un numéro 1 draft. J'ai l'impression qu'au final, on l'attaque un peu sur le truc de c'est un numéro 1 draft pas légitime, mais en fait les autres derrière sont tellement midas que on se dit bon bah c'est pas grave, au moins c'est un super joueur et tu sais que qui va t'aider à terme quoi.